Bonjour tout le monde, il sera question dans cette vidéo de Gods of Egypt, dernier film réalisé par Alex Proyas qui reprend la mythologie égyptienne pour créer un péplum. L'histoire est celle de la guerre entre le dieu Seth et le dieu Horus, Seth tend un piège à Horus et le destitue de son pouvoir et de son trône en lui volant ses yeux, et en tuant le père, donc le roi actuel qui est sur le trône d'Égypte. Et Horus va donc se lancer dans une quête accompagnée d'un mortel qui s'appelle Bek, pour retrouver à la fois ses yeux, mais aussi son pouvoir et accomplir sa quête en tant que dieu et en tant que souverain de l'Égypte. Alors, il y avait beaucoup de choses qui étaient contre Gods of Egypt dès le début. C'est-à-dire que Gods of Egypt a été annoncé très peu de temps après ou avant, je ne sais plus exactement, les Oscars, les nominés des Oscars de l'année dernière. Et évidemment, comme il y avait le problème Oscar so white, c'est-à-dire le problème du fait qu'aucun des nominés n'était typé, qu'il soit africain, asiatique, tout ce qui s'ensuit. Et donc, Gods of Egypt, juste après, arrive lui aussi avec un casting pas du tout égyptien de gueule, c'est sûr. Je veux dire, Nikolai Coster-Waldau, c'est tous ces trucs dans ce genre-là, c'est rien à voir avec des acteurs égyptiens, Gerard Butler non plus. Et du coup, tout ça a créé une polémique tout de suite contre le film en disant que ça allait être une merde parce que il ne respectait pas les origines ethniques du sujet qu'il traite. Or, c'était une façon extérieure au film de le prendre. Une fois qu'on a vu le film, en fait, cette critique n'a pas vraiment lieu d'être. Si vous voulez mon avis global avant que je rentre dans le détail, c'est du bon divertissement péplum con. Quand je dis con, c'est un cran au-dessus de Transformers qui est conscient de sa connerie. Gods of Egypt en est un peu conscient, mais globalement est très con. En fait, le problème, c'est que le scénario vaut ce qu'il vaut, les personnages sont intéressants, c'est les dialogues qui sont vraiment pas bons et qui pas bons entre guillemets, qui collent pas à certains moments. Il y a des originalités bienvenues dans le dialogue, mais beaucoup de passages où les personnages sont juste en train de faire de l'exposition très bête, ou surtout ont des réactions très basiques ou un peu étranges par rapport à ce que nous on aurait pu voir. On aurait pu essayer de penser. Au final, ce qui désamorce cette critique par rapport aux ethnies présentes dans le film, c'est que ce n'est pas une adaptation historique de l'histoire d'Égypte, c'est une adaptation totalement romancée, prenant pour base la religion égyptienne, les mythes de la religion, les mythes égyptiens, leurs dieux, leurs quêtes, leurs histoires, la façon dont par exemple le Ra vraiment est dans une espèce de vaisseau au-dessus de la terre qui tracte le soleil et qui fait qu'il le lève le matin et qu'il le couche le soir. Vraiment des trucs très très intéressants, et ce qui fait que tout ça finalement n'a rien de lié véritablement à l'Égypte. C'est les récits. Pour vous dire exactement en quoi c'est intéressant, c'est qu'à la base ce film n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Alex Proyas, en fait, ça fait des années qu'il bosse sur un projet qui s'appelait Paradise Lost. Et Paradise Lost, c'était la guerre entre Lucifer et Dieu, ou l'archange Michel, ou un truc dans ce genre-là. Enfin bref, ça devait être cette histoire-là, et c'était en gros une guerre entre les enfers et le paradis. Manifestement, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé pendant ce développement, et plutôt que de tout foutre en l'air et d'avoir perdu complètement son développement, Alex Proyas a apparemment récupéré ça en mettant à la place de la religion catholique, la religion, enfin les religions égyptiennes, la religion polythéiste égyptienne, qui lui appartient puisqu'il est égyptien, Alex Proyas. Donc ce serait quand même bizarre qu'un Égyptien lui-même se mette dans le truc. Enfin voilà, il a dit lui-même qu'il y a effectivement des raisons de casting et des raisons de production, tout un tas de choses très compliquées qui font que sur le film ne pouvait pas être entièrement avec un casting oriental. Mais le casting, à défaut d'être oriental, est multiple. C'est ça qui est marrant, c'est que les gens sont en train de gueuler sur le manque de représentation, alors que quand même, d'accord, c'est Gerard Butler et Nikolai Coster-Waldau qui font les deux personnages principaux, ils sont plus blancs qu'un cachet en termes ethniques, mais à côté, on a Tanya Lung, c'est Tanya Lung qui s'appelle, ou Elodie Lung, c'est l'un des deux. C'est une actrice française, je suis désolé, je sais plus si c'est Tanya ou Elodie, mais c'est une actrice française que moi j'avais découvert dans Les Bleus, qui était une bonne série qui était diffusée sur M6, qui a joué, je sais pas comment elle s'est retrouvée là-dedans, dans G.I. Joe, et du coup ça a apparemment enclenché plus ou moins une carrière chez elle, et donc elle est asiatique. L'un des dieux, les noms de dieux me sont tous sortis de l'esprit depuis ma jeunesse, pas depuis le film mais depuis ma jeunesse, j'arrive plus à les retenir.
mais le dieu de la connaissance, je ne sais plus comment il s'appelle, est black dans le film aussi. Et en fait, tout le monde est typé d'une certaine façon, mais en fait, tous les dieux, dans tout le panthéon divin égyptien, chacun a une origine ethnique différente. Donc c'est même pas spécifiquement du whitewashing, c'est pas spécialement pour mettre les acteurs blancs en avant, il y a toutes les ethnies, juste pas vraiment l'ethnie égyptienne. Ce qui est un peu dommage. En fait, les Égyptiens, c'est le peuple, ce qui du coup est logique. C'est-à-dire que les dieux sont des êtres métaphoriques qui peuvent être interprétés par n'importe qui. Les Égyptiens sont un vrai peuple qui existe, qu'il faut respecter pour ça, et donc on les fait jouer par des Égyptiens, ou en tout cas des acteurs typés orientaux, et qui pourraient être adaptés à être le peuple égyptien. Donc c'est extrêmement ténu comme fil, et c'est extrêmement ténu comme argument à tenir. Le fait est que c'est pas ça qu'il faut reprocher au film, parce que c'est pas le premier à le faire. Je suis désolé, mais si on chie sur Gods of Egypt en disant qu'ils font du whitewashing, on chie sur Ben-Hur, on chie sur les 10 commandements, on chie sur tous les autres péplums qui ont été faits, sur Cléopâtre, qui était un des plus grands péplums de la MGM et qui a failli la couler, il me semble, pourvu que ce soit MGM et que je me sois pas gouré de production, mais il me semble bien que c'est ça. Donc, oui, c'est pas bien, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on fait depuis tellement longtemps que ça devrait même plus être un problème, en fait, à se poser. Quand on parle de religion et de mythe, c'est pas un problème. Tout ça pour dire que c'est pas ce qu'il faut reprocher au film. C'est un défaut du film, peut-être, mais c'est pas ça qu'en fera un mauvais film. Le fait que le casting ne respecte pas les origines ethniques n'en fait pas un mauvais film en soi. C'est quelque chose qui se rajoute à un mauvais film, par exemple. Moi, c'est pour ça que j'ai pas aimé Exodus, c'est que le film en général n'était pas très intéressant. Et en plus, le casting était pas bon. Mais si vous avez un bon film à côté avec un casting qui est pas forcément 100% ethniquement correct, ça peut quand même convenir et ça peut quand même aller. Et il se trouve que Gods of Egypt est un péplum bien con, mais bien réussi. Parce que ça t'en met plein la gueule. Ça va à fond la caisse. Si vous avez envie de voir un film d'action avec des potes pendant un week-end, vous allez à 5, 6 ou 7 regarder Gods of Kings. Gods of Egypt, j'ai mélangé avec Gods and Kings Exodus. Donc, vous allez voir Gods of Egypt, vous allez avoir une scène d'action toutes les 10-15 minutes, au milieu de la romance obligatoire, au milieu de la quête initiatique obligatoire, au milieu de tout ça, et c'est finalement ce que fait n'importe quel autre blockbuster d'action, c'est juste que là, c'est très clairement très clairement exprimé par l'aspect divin des personnages et le fait qu'ils parlent très clairement de quête par moment. Donc ça a de la gueule, ça pète de partout, les scènes d'action sont bien tournées, intéressantes et belles, la 3D est sublime, il y a un plan magnifique qui commence le film, c'est tout un plan aérien au-dessus d'une île, qui passe au-dessus des montagnes et arrive jusqu'à la ville principale du film. Alors je sais même plus comment elle s'appelle, il l'appelle la capitale pendant le film, mais je crois qu'elle a même plus de nom précis. Et la caméra donc passe comme ça au-dessus des montagnes, arrive au-dessus de la ville qui est donc 5 ou 6 pyramides différentes, qui est pas du tout une ville d'Égypte classique, c'est pas le Caire, c'est clairement pas le Caire qui nous est montré là-dessus. Et il rentre ensuite dans une ville, dans une ruelle, dans la ville et à l'intérieur d'une ruelle pour trouver le personnage principal, un des personnages principaux, celui joué par Beck, celui qui s'appelle Beck, qui est joué par une espèce de jeune acteur avec une tête de minet, qui n'est pas adapté du tout à son rôle, ou alors son rôle est vraiment mauvais, mais on va en reparler dans 2 secondes. Mais donc il y a un très beau sentiment de grandiose, de distance, de puissance, qui est exactement ce qu'on veut sur un péplum. Je veux dire, c'est toute l'idée. Je veux dire, Exodus, j'ai beau pas le kiffer, j'ai quand même dit en sortant, bah oui, effectivement, ça t'en met plein la gueule, c'est de l'image de pub. Ridley Scott s'est tourné de la pub. Là, c'est pas Ridley Scott, c'est Alex Proyas, mais il s'en sort extrêmement bien pour faire quelque chose qui a énormément de gueule, avec des très grands paysages, très vastes et des très grands plans sur des très beaux panoramas. Une très bonne gestion de la caméra qui en plus fait beaucoup de mouvements assez originaux parce que comme on suit des dieux, leurs mouvements sont pas ceux des humains, donc parfois la caméra va devoir faire des mouvements qui sont un peu étranges, va passer entre 2 dimensions qui devraient pas être liées, le monde des vivants et le monde des morts, va faire tout un tas de travelling circulaire et de rotation autour de leur sujet et plein de choses dans ce genre-là. Vraiment, on peut rien reprocher à ce film en termes d'action. C'est extrêmement bien foutu, c'est extrêmement créatif. Parce que ça reprend toute une mythologie qu'on connaît plus depuis longtemps, mais surtout ça l'explique, ça la montre très concrètement. Le fait que dans ce film, la Terre soit plate, c'est une grande plaque toute plate. D'ailleurs, c'est une image qui ressemble beaucoup à Dark City, au film de Alex Proyas. Donc un truc tout plat, au-dessus duquel il y a le vaisseau de Ra qui passe avec le soleil qui est tracté par une grosse chaîne derrière et qui monte. C'est génial, je veux dire, à voir comme ça
rendu avec des effets spéciaux qui donnent ça presque photoréaliste, parce que les effets spéciaux sont extrêmement bons aussi. C'est vachement beau à regarder, c'est extrêmement intéressant, et c'est du combat poétique vraiment dans son plus beau sens, c'est du combat mythologique vraiment poussé au maximum. Donc esthétiquement c'est assez incroyable, et en plus chaque scène d'action est assez différente. Vous avez aussi bien des combats à l'épée assez basiques, vous allez avoir des combats où les gens vont se balancer des lasers, toutes les scènes où Ra est en train de diriger comment il s'appelle, le chaos, qui est l'espèce d'énorme ver qui veut développer, qui veut dévorer le monde, et il te le dirige avec une espèce de lance qui envoie des lasers, donc il est là, en train de diriger le truc. Ça a vachement de gueule, c'est vachement bien foutu. C'est Geoffrey Rush qui joue Ra en plus, et je trouve que le rôle lui va super bien. C'est un mélange de nonchalance et en même temps de puissance qui est vachement intéressant. Beaucoup aussi alors c'est pareil, il y a toute une scène qui est vachement intéressante avec 2 serpents qui sont super cool, et cette scène là elle est magnifique. Aussi bien les nanas qui sont en train de piloter les serpents, qui sont avec des espèces de costumes monstrueux, des trucs qu'on d'habitude on verrait dans des mangas, tellement ça devrait être chiant à faire en concret quoi, tellement les costumes sont ouf. Et qui sont en train de piloter, de diriger ces espèces de serpents géants. Et j'avais très peur surtout qu'il y ait un côté surcharge, que ce soit constamment, parce que c'est ce qui transparaissait des bandes annonces. Il y avait un côté très surchargé, très détaillé, avec beaucoup de choses. Alors c'est logique parce que c'est la culture égyptienne, mais là ça semblait trop. Cette scène de combat, par exemple, avec les 2 serpents, c'est dans un champ c'est sur un terrain qui est presque entièrement plat, sauf pour certaines petites cavités à l'intérieur. Donc il y a un jeu déjà de 3D pour jouer avec le relief du sol, mais en plus c'est même pas un truc où on aurait eu plein de trucs qui pètent de partout, un truc qui fait du feu au fond, un machin ici, une colonne de vent ou je sais pas trop quoi, et puis plein de trucs dorés qui réfléchissent partout. Non, c'est un terrain tout plat avec une dune de chaque côté, et justement tout se joue sur le relief et sur le fait que les personnages puissent se cacher dans le relief, etc. avec les serpents qui tournent autour. Ça fait une putain de bonne scène d'action, vachement rythmée, vachement intéressante, avec beaucoup d'enjeux et de tensions qui rendent vraiment très 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 bien. Vous avez aussi plein de petites astuces visuellement intéressantes dans un film qui sont du coup mélangées comme ça dans tout le reste de l'histoire, mais vous avez simplement quelque chose d'intéressant à voir, c'est cette différence de taille entre les dieux et les mortels. Les dieux sont beaucoup plus grands que les mortels. Je crois qu'un mortel arriverait au niveau du nombril d'un dieu à peu près. Et ça rend des jeux comme ça visuellement très intéressants, parce que chez eux c'est traité comme quelque chose de tout à fait normal. Personne ne s'étonne jamais que quelqu'un soit très grand. C'est leur religion, c'est leur contexte, c'est leur environnement, donc les personnages arrivent et c'est leur quotidien. Donc nous, ça nous plonge dans un univers qui est très différent. Et eux, ça leur permet de faire des jeux visuels assez intéressants et des belles images. Alors, pour vous dire un truc tout con, mais au début du film, donc Horus, Nicolas Coster-Waldau, le mec de Game of Thrones, est en train il se réveille un matin, il va dans son bain et on a des nymphes qui arrivent à côté. On pourrait croire qu'elles vont aller dans le bain avec lui. En fait, non, elles se mettent à genoux à côté de ses épaules. Et elles se mettent à lui masser les épaules, et c'est là qu'on se rend compte qu'elles ont des toutes petites mains et qu'elles sont en train de lui masser les épaules comme ça sur le côté. Et ça rend un truc vachement surprenant visuellement et en même temps vachement intéressant. Au-delà du visuel en plus, la musique est assez ouf. C'est vraiment, alors il y a beaucoup de cuivre pour la rendre évidemment très très divine et très très forte, mais très bien trouvée, souvent arrivée au bon moment dans les phases de discussion, dans les phases de combat, dans les phases vraiment assez importantes et assez impressionnantes. La musique colle toujours très très bien. Et encore une fois, cette réutilisation des mythes égyptiens qu'on ne voit plus depuis très longtemps finalement, donc on n'y est plus très très habitué, et donc revoir Anubis, revoir Horus, revoir Seth, revoir Ra, revoir le mythe de la porte et du jugement qui t'amène ensuite au paradis ou aux enfers, et de comment est-ce qu'on paye son passage et tout, des choses qui sont très communes avec notre religion à nous, puisque toutes les religions se phagocytent les unes les autres, mais que nous on n'a plus l'habitude de voir comme ça, tel quel, montré de cette façon-là et avec ce genre de personnage. Surtout en plus avec cette notion typique des religions polythéistes où les dieux sont eux-mêmes ont eux-mêmes des défauts, et finalement ont les mêmes défauts que les mortels, et finalement chacun apprend l'un de l'autre finalement. Il y a beaucoup de dieux qui se sont damnés pour des mortels, de mortels qui sont devenus des dieux et de choses dans ce genre-là. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes dans le traitement du coup de la divinité. Ou en tout cas, il pourrait y en avoir plus que ça si les dialogues. Alors c'est vraiment con parce que c'est le moment où le film perd de son truc. En fait, le film, déjà du début à la fin, bénéficie d'une narration en voix off
par, je crois qu'on le sait dès le début du film, donc ce sera pas un spoiler, par le personnage de Beck. Ce qui est trop facile. 10 000 fois trop facile. Je comprends que ce soit beaucoup plus compliqué à faire passer dans les dialogues, mais au moins, ça aurait donné des dialogues de meilleure tenue que ceux qu'on a dans le film. Parce que quand ce n'est pas Beck qui raconte l'histoire, Beck commente tout. Mais pas en voix off, en tant que personnage. Et il y a rien de plus insupportable dans un film que de voir un personnage qui te dit tout ce que tu penses toi-même et tout ce que tu vois. Ou justement ce que tu ne veux pas penser ou ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire, c'est le mec qui arrive devant un piège et qui fait alors, je devrais passer par là, et puis je devrais passer par ici, ou tel truc. Oh là là, c'est très silencieux, mais que se passe-t-il, machin. Il commente tout. Je crois que j'avais noté des trucs. Oui, voilà, il arrive devant un truc et fait alors, le piège doit être cet énorme cercle au milieu, donc je vais faire le tour. Fais le tour, nous le dis pas, connard! Alors, c'est le défaut du personnage. C'est-à-dire, tout le monde lui reproche de tout le temps parler. C'est forcément le défaut. C'est une sorte de Jar Jar Binks. À cette différence que, Jar Jar Binks étant très secondaire au récit, alors que Beck, lui, est central au récit, la haine pour Jar Jar Binks peut être beaucoup plus facilement compréhensible parce que, en plus, il a pas forcément à être là. Il n'était pas obligé d'être dans la scène et c'est pour ça que beaucoup de gens détestent Jar Jar Binks. Moi, non. Mais c'est vrai que là, en tant que personnage principal, ça le justifiait sur certains points, mais d'un autre côté, c'est toujours aussi chiant de l'entendre tout commenter constamment dès qu'il arrive dans une pièce, dès qu'il fait un truc, dès qu'il parle à quelqu'un, tout ce qu'il a en tête, il le dit. Et c'est évidemment comme ça qu'est le personnage, donc c'est comme ça qu'il faut le montrer, mais il y a vraiment un moment où c'est très très chiant, surtout quand le reste du film est pas ultra intellectuel non plus. Je veux dire, je dirais jamais que ce film est intellectuel, c'est très bien recherché, il y a beaucoup de choses intéressantes visuellement, il y a de la poésie, il y a beaucoup de choses, mais il est pas intellectuel ce film, ça c'est certain, c'est clair et net. Donc du coup voilà ce petit truc au niveau de Beck qui est difficilement supportable de A à Z et qui quand même est censé être le personnage principal du film, donc c'est un peu chiant. Mais les dialogues en général sont très étranges. Alors quelquefois c'est bienvenu, quelquefois c'est très surprenant. Ce qui est bienvenu, c'est que le dialogue est très moderne. Ils ont pas essayé de la refaire, de la jouer à l'ancienne. Ce qui est surprenant, c'est que parfois c'est trop moderne. Par exemple, c'est que du dialogue et ça révèle rien d'histoire, donc je vais pas rien vous spoiler. Un dieu arrive en volant pour voir Ra, donc il a des ailes, et commentaire de Ra, avant même de se retourner, parce qu'évidemment c'est Ra, il voit tout, donc il sait très bien qu'il vient d'arriver, il dit « Tu sais, généralement, quand un oiseau approche, je le tue avant qu'il chie par terre. » Alors, c'est en anglais à la base, ça donne un truc beaucoup plus intéressant, en français ça donne complètement mauvais, ça tombe à plat, mais la réplique a de la classe dans le truc, et d'un autre côté, je vois pas le dieu Ra faire une vieille blague sur le fait que les moineaux chient sur son parquet. Il y a un truc très étrange là-dedans. Alors, c'est surprenant et du coup j'aime bien. Et d'un autre côté, je sais pas si vraiment ça colle au truc ou enfin voilà, il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu dans ce truc-là. Pour le reste, du coup, les autres personnages sont assez intéressants, mais chacun assez caricaturaux. Ce qui pourrait amener certains à penser, alors je pense qu'il va aussi y avoir des accusations d'homophobie sur certains personnages, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut pas confondre la façon d'utiliser cette chose-là pour être homophobe et la façon d'utiliser cette chose-là pour montrer un personnage qui est très maniéré, très précieux et très précautionneux ou qui a beaucoup d'estime pour lui-même. Donc voilà, c'est pas le cas encore une fois. Mais du coup, les personnages sont effectivement très stéréotypés. C'est encore une fois du gros blockbuster et ça n'a rien promis d'autre finalement. C'est ça qui est le truc, c'est qu'on a vu ce truc, on a dit oh c'est con. Moi aussi, hein, j'étais le premier, j'en ai parlé dans mes trucs d'avance. Moi, ce qui me faisait peur, c'était le côté surchargé. Mais ça se voyait aussi que c'était con, mais en même temps, c'est ce que j'essaie de vous dire avec les Transformers. Les blockbusters, ça peut être con, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demande d'être intelligent en Transformers. Ce serait mieux d'en avoir des intelligents. Ce serait plus intéressant d'en avoir plus d'intelligents, surtout parce qu'il y a beaucoup plus de blockbusters cons que de blockbusters intelligents. Mais on peut pas reprocher à un blockbuster d'être con. C'est un peu le principe, c'est d'avoir une histoire un peu prétexte à ce que le personnage avance, rencontre quelqu'un, se batte, et puis accomplisse peut-être un petit parcours psychologique à la fin, pour avoir vite fait une leçon à donner à la fin du film, quoi. Mais la leçon d'ailleurs étant intéressante, puisque la leçon étant il faut se bouger le cul et faire le maximum de ce qu'on peut de sa vie mortelle, parce que c'est un des enjeux du film, la fin de vie des mortels. Donc voilà, ça passe bien, mais évidemment c'est pas intellectuel, c'est pas une dissertation de philosophie, mais on lui demande pas de l'être. On lui demande juste de faire du bon divertissement avec de la grosse action qui pète de partout, de la bonne musique, des effets spéciaux bien menés, des bons angles de caméra,
des ennemis dont on comprend les motivations, c'est assez facile à comprendre. Après tout, elles ont quand même été écrites il y a 200 et quelques mille années. Elles ont quand même été écrites il y a plus de 2000 ans dans une ancienne civilisation. Donc, a priori, oui, leurs enjeux devaient être un peu réfléchis quand même. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir et c'est un peu bourrin évidemment et un peu bête par moment, mais d'un autre côté, des fois, c'est ça qu'on a envie de voir. Et en particulier, je sors mon vlog ce week-end, si vous voulez finir un petit week-end tranquille avant d'aller bosser, vous allez voir Gods of Egypt. Vous allez voir un truc plutôt beau, plutôt réussi, assez diversifié, avec de l'action, qui pète de partout, qui fait bien son boulot. Je sais pas ce qu'on demande de plus à un divertissement blockbuster. Peut-être un petit peu d'intelligence, mais c'est pas obligatoire. C'est un plus, c'est pas obligatoire. Tout comme le fait de caster des gens éthiquement corrects ou pas. Donc voilà, je vous encourage, si vous aimez bien les blockbusters, les films d'action, si vous avez envie de vous défouler un petit peu, allez voir Gods of Egypt. Je pense que vous sentirez pas faussé pour votre ticket. Ce que vous pourriez avoir si vous pensez que c'était un film absolument génial et que ça aurait pu être mieux, mais là non, ça vaudra ce que ça vaudra, c'est-à-dire un blockbuster d'action bien réussi. Je termine, cela dit, avec un pincement au cœur pour Alex Proyas, qui est le mec qui a la carrière la plus malchanceuse du monde. C'est-à-dire qu'il est parti sur The Crow avec The Crow, avec un film qui avait à peu près marqué les gens. Il sort Dark City 6 mois avant Matrix, qui se foire complètement. Enfin, il a à peu près marché Dark City, mais enfin pas des masses et pas tant que ça. Et c'est vraiment, il a en plus été oublié. Les gens disent qu'il est devenu culte avec le temps, mais en fait non, il a été oublié avec le temps pour Matrix. Donc c'est assez dommage aussi pour ça. Et après ça, le pauvre, il a pas arrêté d'enchaîner. Alors il y a un truc qui s'appelle Garage quelque chose, un truc sur des musiciens que j'ai jamais vu. Mais après ça, il a fait iRobot, qui était plutôt pas mal. Et je sais pas pourquoi les gens ont décidé que c'était une merde. Je sais pas, j'ai jamais compris ce qui s'est passé sur iRobot, alors que le film était tout à fait honnête et qu'il y avait aucun problème. Et après ça, le pauvre a été réduit à tourner avec Nicolas Cage en prédiction. Pas pour dire que Nicolas Cage est un mauvais acteur, mais comme Nicolas Cage dit oui à tout et n'importe quoi, généralement quand il dit oui à un projet, le projet vaut pas grand chose. Ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas vu dans un très gros truc, Nicolas Cage. Donc, il avait fait prédiction dont personne n'a entendu parler, presque. Il est diffusé de temps en temps à la télé. Apparemment, il marche bien quand il est diffusé à la télé. C'est très surprenant. Mais il marche pas très très bien en dehors de ça. Il a pas une très bonne réputation. Il est pas très connu. Et c'est vraiment dommage parce que Alex Proyas, c'est un mec qui a des idées intéressantes et qui serait certainement un auteur intéressant, mais le pauvre, à chaque fois qu'il fait un truc, ça se plante. Et la Gods of Egypt, ça aurait pu être son vrai bon départ, un bon gros putain de blockbuster énorme. Manque de bol, polémique sur les origines ethniques des acteurs, polémique sur plein de trucs, polémique sur machin, et le film s'est fait défoncer à sa sortie pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire principalement pour la polémique. C'est-à-dire que les critiques américains qui l'ont vu n'ont même pas essayé de voir au-delà de ce problème sociologique. Ils ont même pas essayé de voir ce qu'essayait de faire le film, c'est-à-dire rien de plus que n'importe quel autre blockbuster hollywoodien, et rien que moins que n'importe quel autre blockbuster hollywoodien, avec les mêmes défauts et les mêmes qualités que les autres, en particulier au niveau de l'ethnie. Ils ont rien voulu voir à tout ça, ils ont chié sur le film complètement, alors que c'est pas beaucoup plus con et beaucoup plus mauvais qu'autre chose. Et je dis pas que c'est bon pour pas dire que c'est comment dire. J'essaie pas de cacher le fait que le film soit mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut accepter de juger un film pour ce qu'il est. C'est ce que j'essaie de vous transmettre depuis le début de cette chaîne. C'est qu'il y a beaucoup de films qu'on essaie de juger pour ce qu'ils essayent pas de faire. Et c'est évidemment que du coup, on va leur en vouloir de pas le faire parce que lui-même ne nous a jamais dit qu'il nous le mettrait. Donc pourquoi est-ce que nous, on essaye de le trouver dans ce film-là? Et donc voilà, là, le but du film, par exemple, typiquement, c'était vraiment de faire du divertissement. C'était pas de se demander si les acteurs étaient égyptiens ou pas. Mais je dis pas que c'est pas une merde. Disons que, comment dire, il y a plein de blockbusters intelligents. Celui-ci n'en fait pas partie. Ça veut pas dire qu'il est mauvais. Et c'est ça qui est très important, c'est une nuance. C'est une nuance que vous devez vraiment, j'ai réussi à cerner, à comprendre, parce que la nuance, c'est important pour comprendre le monde qui vous entoure. Il a pas besoin d'être mieux. Il est déjà pas mal. S'il y a vraiment un défaut dans ce film, c'est le fait que le personnage principal soit extrêmement chiant et que certains dialogues soient un petit peu compliqués. Ça, c'est les défauts du film. Le reste, c'est juste vos attentes, vos envies. Si vous avez envie de voir plus d'action dans un film, vous serez peut-être déçu. Si vous avez envie d'en voir moins, vous en trouverez peut-être il y en a trop. Si le scénario reste très important pour vous, vous pourrez trouver que c'est très chiant. Mais si le scénario est pas très grave, si pour vous c'est juste une ligne directrice pour que les personnages avancent, comme pour moi par exemple, dans beaucoup de films, ça pourra vous plaire aussi. Donc
ça dépend des films aussi, encore une fois. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les scénarios qui permettent juste de faire avancer un film d'action, mais d'un autre côté, j'adore les scénarios ultra intelligents et très compliqués, et qu'il me faut 17 visionnages pour comprendre le truc. Donc, tout dépend du film, tout dépend de ce que le film essaie de faire. Là, c'est un blockbuster peplum sur la mythologie égyptienne. Il chie même pas sur la mythologie égyptienne. Je trouve que mes souvenirs sont lointains, mais c'est quand même très très proche de la vraie mythologie égyptienne, et c'est pas, il essaie pas d'en faire n'importe quoi comme, dans Pyramide, là, le film d'horreur de merde qui est sorti l'année dernière. Donc, voilà, c'est pas, il faut savoir rester raisonnable et juger les films pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils essayent de faire. Et ce film a très bien réussi tout ce qu'il essayait de faire, à quelques détails près. Ça vaut pas le coup de dire que c'est une grosse merde et de pas aller le voir. Ou de le boycotter, par exemple. Bref, voilà ce qu'il en est. J'ai passé un bon moment devant God of Egypt, et vraiment j'y suis allé en traînant les pieds. C'était la dernière séance de la soirée, de la journée. J'avais essayé d'y aller 2 ou 3 fois avant. À chaque fois j'étais non, je dirai plus tard. J'avais pas envie d'y aller. Et finalement je suis sorti de là en étant bah ouais, je passe un bon moment. J'ai passé 2 bonnes heures et je suis content d'être venu. Voilà, j'espère que vous en vivrez autant. En attendant, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!